Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, actuellement, 200 vaccins sont développés dans le monde sur la Covid-19. 42 font l'objet d'essais cliniques, une dizaine de tests à large échelle. L'actualité américaine, c'est évidemment l'élection présidentielle, mais c'est aussi cette course aux vaccins qui laisse espérer au mois de décembre que 2 d'entre eux soient disponibles, permettant de vacciner l'ensemble de la population américaine d'ici le mois d'avril. Vous le savez, dans un contexte de mise sur le marché accéléré et simplifié, la confiance et la transparence sont particulièrement nécessaires parce que les risques de conflit d'intérêts ou la pression sur les agences du médicament sont très fortes. Et si la FDA a rendu public ses lignes directrices, c'est-à-dire les conditions de mise sur le marché d'un vaccin, ce n'est pas le cas de l'Agence européenne du médicament. Et je voudrais savoir si le gouvernement a connaissance des conditions sur lesquelles, de ces lignes directrices européennes. De la même manière, la Commission européenne n'a pas rendu public les contrats qui la lient au laboratoire sur le développement et la fourniture de vaccins. Et ça pourrait évidemment être intéressant de savoir, dans un contexte de ressources rares, comment seront traités tel et tel pays, et en particulier le nôtre. Je voudrais savoir si le gouvernement a connaissance de ces contrats avec l'industrie pharmaceutique et s'il peut les rendre publics. De la même manière, la question des modalités de distribution des vaccins est posée dans l'urgence. Le gouvernement britannique a déjà rendu public les modalités de sa distribution. L'armée et le National Health Service seront mobilisés. Il a déjà indiqué que 30 millions de Britanniques, c'est-à-dire la moitié de sa population, auraient accès au vaccin, ce qui l'amènera à cibler d'abord les plus de 65 ans, les plus vulnérables et évidemment les personnels de santé. Qu'en est-il de la France? Avez-vous établi votre stratégie vaccinale? Êtes-vous déjà engagé dans la préparation de la distribution de ces vaccins? Monsieur le Premier ministre, nous ne savons rien ou pas grand-chose. Est-ce qu'après le fiasco des masques, après les retards des tests, vous nous préparez la débâcle des vaccins? Monsieur le Premier ministre, nos collègues sénateurs viennent de rendre un rapport suite à leur commission d'enquête, un rapport accablant sur les concessions autoroutières. Un de plus, me direz-vous, tant il est vrai que ces dernières années, les rapports se succèdent, sans pour autant que les différents gouvernements en tirent des conséquences. Les différentes mauvaises opérations de l'État ont occasionné, selon Vincent Delahaye, un manque à gagner évalué entre 12 et 50 milliards selon le périmètre retenu. Mais une lueur d'espoir pointe son nez. Les concessions arrivent à échéance entre 2031 et 2036. Au terme de celle-ci, les concessionnaires devront restituer à l'État, propriétaire, les infrastructures gratuitement et en bon état d'entretien. Monsieur le Premier ministre, on entend dire que l'État aurait engagé des discussions avec les majors du secteur. Pouvez-vous nous rassurer et nous dire aujourd'hui que ces discussions visent à définir, d'une part, un bon état d'entretien et, d'autre part, à définir les modalités de retour à l'État, mais en aucun cas à étudier un possible allongement de la durée des concessions? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai donc entendu qu'il n'y aurait pas de discussion, mais vous continuez quand même à discuter avec les concessionnaires. Très bien. Je vais rappeler quand même quelques chiffres. De 2006 à 2019, c'est 24,3 milliards de dividendes qui ont été servis. Et les sénateurs ont évalué qu'à terme des contrats à ISO Distribution, ce serait 70 milliards, c'est-à-dire 2 fois les crédits 2021 du plan de relance. Je vous dis ça parce que le rapport du Sénat indique aussi que s'il y avait une seule mesure à retenir, les sénateurs nous disent ce serait de proscrire l'allongement des durées de concession. Donc j'insiste là-dessus et je voudrais que vous fassiez vôtre les propos de Madame Borne qui, devant la commission d'enquête du Sénat, disait « Je pense qu'il faut arriver au terme de ces contrats, les solder et passer à autre chose pour ne pas traiter le péché originel de contrats trop anciens. » Merci, Monsieur le Président. Tous les professionnels soignants malades du Covid seront reconnus au titre des maladies professionnelles sans exception. Déclaration du 21 avril 2020 à l'Assemblée nationale de Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Il y a 3 semaines, mardi, a été signé un arrêté. Un arrêté, alors, si je suis très poli, il est extrêmement restrictif, il est tout petit, il est minable. Si j'entends le lendemain ce que disent les présidents des grands syndicats français, ils disent qu'il est méprisant. Je demande à Monsieur le ministre aujourd'hui de revenir sur cet arrêté qui est absolument terrible.
J'ai un exemple tout simple, alors, mais très simple. Alors, prenons d'abord la politique. Politiquement, cet arrêté ne peut pas continuer à être comme il est. C'est impossible de continuer à dire que ces gens qui ont servi la France ne seront pas servis comme la France doit les servir. La deuxième chose, il y a un député qui s'appelle Raphaël Gérard, que je ne connais pas, qui doit être un type extraordinaire, mais qui en a bavé comme un malade, comme beaucoup de types ici, parce qu'il y a des gens qui sont morts ici, dans cet hémicycle. Eh bien, je dis que si on peut s'inspirer un peu des conséquences et des séquelles que peut donner le Covid aujourd'hui, il faut obligatoirement revoir votre copie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous avons clairement une voie possible, une voie législative avec Régis Juanico, moi-même, votre serviteur, Valérie Rabault et l'ensemble des députés du groupe socialiste. Nous avons tout ce qu'il faut pour défendre l'ensemble de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes. Pas seulement ceux qui sont au premier rang, les autres aussi, la caissière de Calais. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, la crise que nous sommes en train de vivre est grave, elle sera longue et impacte la vie de beaucoup de nos concitoyens, vous le savez. Ce constat, nous le faisons collectivement depuis de nombreux mois. Il vient malheureusement d'être confirmé par ce chiffre dramatique. La crise sanitaire, mes chers collègues, a fait basculer 1 million de Français dans la pauvreté. Ils rejoignent 9 millions de nos concitoyens qui vivaient déjà en dessous du seuil de pauvreté. Dans le même temps, un rapport de France Stratégie nous informe que la suppression de l'impôt sur la fortune et l'instauration de la flat tax au début du quinquennat ont eu pour effet de faire fortement augmenter les revenus des 0,1% des Français les plus aisés, tandis que la distribution de dividendes de plus en plus ciblée a explosé. Cette concentration du capital n'est pas acceptable. Elle l'est encore moins quand tant de Français sont dans la souffrance. Votre politique aggrave les inégalités sociales et territoriales. Vous auriez dû agir. Il est trop tard. Je vous demande donc de réagir. Ainsi, je fais un rêve, celui d'un gouvernement capable de revenir sur ses erreurs, de supprimer son bouclier fiscal, devenu un tremplin fiscal, et de penser à de nouvelles ressources liées à la taxation du capital. Celui d'un gouvernement qui ouvre le revenu minimum aux jeunes pour les empêcher de sombrer. Celui d'un gouvernement qui abroge sa réforme des APL, revalorise le point d'indice pour les agents de la fonction publique, qui donne un coup de pouce au SMIC. En somme, je fais le rêve d'un gouvernement qui lutte enfin contre les inégalités, qui dégrippe l'ascenseur social et qui empêche de nouvelles catégories de la population de tomber dans la précarité. La réalité est là, Monsieur le Premier ministre, sous vos yeux, sous nos yeux, tragique. Allez-vous la prendre en compte et enfin changer de cap? Monsieur le Premier ministre, votre réponse n'est pas une politique, c'est un slogan. J'ai le sentiment finalement que quand les Français tombent, les plus riches de nos concitoyens peuvent dormir tranquillement, le gouvernement veille sur eux. Et je le regrette, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de l'égalité qu'il nous faut, c'est de l'équité. Demander un effort supplémentaire à ceux qui ont eu tant depuis ce début du quinquennat n'aurait pas été scandaleux. Vous vous y refusez. Eh bien, je tiens à vous dire que les Français sauront aussi vous juger. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Avant toute chose, je tiens à vous dire que ce qui s'est passé la semaine dernière au conseil d'administration d'Engie sur l'acquisition par Veolia de Suez est un camouflet sans précédent sous la Ve République. À ce titre, votre immobilisme m'interpelle grandement, car en temps normal, cela aurait dû déclencher un séisme et une réaction immédiate de l'État actionnaire. Je m'interroge. Comment l'État peut accepter d'être mis en minorité de cette façon sur une question aussi importante? À ce titre, votre attitude dans ce dossier est pour le moins très ambiguë. Vous semblez avoir agi, si je puis me permettre, à l'insu de votre plein gré. Non seulement vous n'avez pas fait grand-chose pour empêcher cette OPA, mais en plus, vous êtes empressé de justifier votre impuissance dans la presse. Avec le macronisme, nous vous savions disruptif, mais tout de même, quelle étrange situation, le premier actionnaire d'un groupe qui nomme le président n'est pas capable de se faire entendre. Nous pourrions presque en sourire si la situation que votre immobilisme a créée n'était pas si grave. 10 000, c'est le nombre d'emplois qui vont être détruits dans le monde à la suite de ce rachat. À l'heure où la gestion de l'eau
et des déchets représentent des enjeux capitaux, tant sur le plan économique, social, écologique. Comment laisser faire la création d'une entreprise privée que vous placez par votre inaction en position quasi monopolistique, plaçant ainsi les élus locaux dans l'impossibilité de faire jouer une quelconque concurrence? Finalement, cette opération à la hussarde entraînera de fait les mêmes résultats que les précédents, à savoir la disparition d'un groupe français et la fragilisation du second. Pouvez-vous, monsieur le ministre, rendre compte de votre inaction à la représentation nationale dans ce dossier ô combien stratégique? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, à la veille de la journée nationale de mobilisation dans la santé, je veux relayer ici les inquiétudes, le découragement, voire la colère des personnels soignants de l'hôpital public, mais aussi des établissements médico-sociaux. Avec la progression de l'épidémie Covid et l'arrivée de la deuxième vague, vous avez annoncé l'ouverture possible de 12 000 lits de réanimation, mais vous n'avez pas précisé les moyens humains supplémentaires pour prendre en charge les malades. Les personnels soignants manqueront, car non seulement ils quittent aujourd'hui l'hôpital public, mais aussi les recrutements sont de plus en plus difficiles. Et ce ne sont pas les mesures du Ségur de la santé qui rendront ce métier attractif. Ce ne sont pas les annonces de renoncement au congé qui motiveront les personnels. Je veux aussi insister sur la situation particulière des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux qui ont été exclus des récentes revalorisations salariales. Ainsi, près de 40 000 agents de la fonction publique hospitalière ne bénéficieront pas du boni de 183 €. Cette différence de traitement génère un sentiment d'injustice, alors même qu'elles ont été très mobilisés pendant la crise sanitaire. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Comment comptez-vous répondre aux attentes de tous ces personnels, ces hommes et ces femmes dont le dévouement, le grand professionnalisme n'est plus à démontrer, mais qui sont aujourd'hui épuisés et inquiets? Monsieur le ministre, je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais entendez-vous les alertes des professionnels de santé? Entendez-vous leur inquiétude au-delà de leur colère, leur inquiétude face à la deuxième vague qui arrive, leur questionnement sur les moyens humains qui manquent? Je ne le dis pas seul, ils le disent, ils nous le répètent partout dans nos départements, en Île-de-France notamment, mais partout dans nos départements. Alors oui, demain, nous aurons à débattre des moyens dédiés à la santé publique au travers du PLFSS. Alors oui, nous vous attendons, monsieur le ministre, nous attendons le gouvernement sur les annonces essentielles, les moyens supplémentaires qui devront être concrétisés au travers de ce budget.